C'est difficile de parler de globalisation, c'est-à-dire de se demander s'il y a une unité du monde dans lequel nous sommes déjà entrés et nous entrons de plus en plus. C'est très difficile. Et je vais essayer de vous dire le chemin que j'ai suivi ces dernières années sur ces sujets-là, qui forment déjà une petite partie ou une certaine partie d'un gros livre que j'avais publié il y a un an ou deux et qui va être assez présent dans le livre suivant, qui sera vraisemblablement d'ailleurs le dernier. Alors je voudrais commencer par quelque chose de, comment dire, par un acte de rupture. L'idée qu'on aille, que nous soyons en train d'entrer dans un monde, c'est-à-dire un monde unifié, intégré, m'apparaît diamétralement opposé à tout ce que nous pouvons observer. Je ne vois pas ça du tout. Je dirais même que l'évolution à grands traits sur de nombreux siècles et dans de nombreuses parties du monde semble nous montrer plutôt une tendance à l'autonomisation des différentes parties de la vie sociale. Et en même temps, une pluralité croissante de modèles, d'orientation, de valeurs, de tout ce que l'on voudra, plutôt que le contraire. Je dirais même que quand on regarde le monde, on a l'impression que les unités s'allègent. On a vécu dans des empires, dans des continents entiers qui se déplaçaient par des conquêtes ou par des réorganisations de pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons un sentiment très fort, concret, de la diversification non seulement des sociétés, mais des éléments qui constituent la société. On peut avoir des opinions très diverses, mais quand même, l'économie, par beaucoup de côtés, se mondialise. Je reviendrai plus longuement tout à l'heure sur les, disons, régimes politiques ou les formes de pouvoir qui sont très diversifiées d'une partie du monde à une autre. On ne peut pas dire que c'est le modèle soviétique, le modèle américain, le modèle chinois qui l'emporte et que tout ça va se rassembler autour d'un modèle unique. Sûrement pas. Personne, au fond, ne pense ça. Donc, l'idée de dire... Il y a deux idées qu'il faut écarter si on veut se mettre à réfléchir utilement. La première, c'est qu'il y a un modèle qui va l'emporter. Le monde s'américanise. Il y a une époque où on aurait dit il se soviétise, à l'époque de Bandung, après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'autre, c'est l'idée qu'il y a des civilisations, ça a été évoqué à propos de Huntington, qui a dit une des choses les plus manifestement fausses qui soient. Car nous ne voyons... Évidemment, vous pouvez définir une société par ce qu'il y a de plus global. Ce qu'il y a de plus global, dans beaucoup de cas, c'est la religion, ou c'est la langue, c'est quelque chose comme ça. Alors, à ce moment-là, vous dites, si une société a une très forte unité interne, elle va s'opposer à une autre unité interne. Une religion va s'opposer, les guerres de religion, nous connaissons bien ça, dans toutes les parties du monde. Mais c'est justement cela que nous ne voyons pas, c'est-à-dire cette capacité d'unification de tous les aspects d'une société autour
d'un facteur central, d'un facteur dominant. Comme certains disaient, c'est l'économie qui commande tout, c'est la religion qui commande tout, c'est le pouvoir qui commande tout. Ce que nous voyons, c'est plutôt la différenciation des domaines de la vie sociale. Et par conséquent, les contradictions internes dans chaque société. Aujourd'hui, s'il fallait résumer, parce que c'est pas sur ce point élémentaire que je voudrais passer beaucoup de temps, je dirais que ce que nous avons en commun dans le monde, c'est des choses presque insignifiantes. C'est des réseaux sociaux, c'est les 140 signes d'un tweet, des choses comme ça. C'est-à-dire des techniques sans contenu préimposé. Vous pouvez dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux et même énormément de communication interpersonnelle avec un très faible contenu comportant des obligations, des valeurs, des normes, etc. Autrement dit, il y a du mou, du flou, de l'indéterminé de plus en plus. Et même les réalités nationales semblent s'affaiblir. Beaucoup de pays perdent leur unité, risquent de la perdre. Même de vieux pays. Dans le cas européen, nous avons vu récemment les Écossais à 45% favorables à se séparer de l'Angleterre, des Anglais avec lesquels ils sont unis depuis 300 ans. Bien. Donc, laissons ça de côté. Je dirais l'idée que le monde s'unifie, que tout le monde parle la même langue. Tenez, prenez cet exemple-là, tout le monde parle anglais. C'est exactement ce qu'il y a de plus faux. C'est une des langues qui recule par rapport au mandarin, oui, d'accord. Mais vous avez aujourd'hui, tout le monde dit on ne parle que, bon, vous avez au contraire une augmentation considérable comme langue de circulation de langues qui étaient des langues purement locales. Je pense à l'immense sous-continent indien pour prendre un exemple. Autrement dit, laissons cette idée de côté. Je veux dire, ça ne me semble pas utile de s'interroger pour savoir s'il y a un modèle dominant. La seule chose relativement claire que nous sommes obligés de constater aujourd'hui, c'est que l'idée de l'hégémonie américaine est une idée qui a disparu. L'hégémonie soviétique, il y a encore beaucoup plus longtemps que ça a disparu. Donc là-dessus, je dirais, pas de fausses pistes, pas de faux débats. Je dirais tout ça peut être construit idéologiquement ou politiquement, mais tout ça ne correspond pas à une réalité observable. Alors je viens à ce qui me semble les choses sérieuses. La première chose qui est presque, je dirais, la plus visible, la plus sensible dans la vie collective comme dans la vie individuelle, et peut-être ce qui est le plus nouveau dans la période où nous vivons, c'est que l'extension du domaine du pouvoir s'est énormément accélérée. Le pouvoir, longtemps, ça a été le contrôle des corps. C'est le droit de vie et de mort, l'esclavage, la traite, la conquête, pour parler simplement. Les empires qui ont déplacé les populations, qui ont fait que des populations d'Asie centrale en particulier sont venues se déverser jusqu'au centre de l'Europe en passant par des intermédiaires, etc.
Ensuite, nous avons vécu pendant plusieurs siècles avec une notion de pouvoir qui était essentiellement liée à l'économie. Le pouvoir, c'est la propriété, le pouvoir, c'est la production. Il n'y a pas tellement longtemps, nous étions dans ce type de société. J'ai fait un gros livre qui s'appelle « La fin des sociétés » pour dire des sociétés qui se pensaient comme sociétés, c'est-à-dire en termes économiques et sociaux. Les sociétés industrielles ou immédiatement pré-industrielles. Dans le monde européen, mais aussi dans le cas de la Chine et de certaines parties de l'Inde, nous avons eu ce type de société pendant 2, 3, 4 siècles d'une manière très forte. Autrement dit, le politique est devenu social et économique. Et s'il y a une transformation fondamentale en notre temps, je vais dire, même à partir du XXe siècle, c'est que le pouvoir qui se définissait dans l'ordre de l'objectif, des possessions, des richesses, la capacité de disposer des richesses ou de les répartir autrement, aujourd'hui a pénétré, quand je dis aujourd'hui, je dois m'excuser parce que c'est déjà la grande création du XXe siècle. La grande création du XXe siècle, qui restera dans les livres d'histoire dans 1000 ans, c'est le totalitarisme. C'est-à-dire que le pouvoir a débordé le domaine de l'objectif pour entrer dans le domaine du subjectif. Le propre du pouvoir aujourd'hui, je vais préciser ma pensée dans un instant en rappelant les grandes parties du monde et la forme que le pouvoir y prend. C'est que, prenez le monde dit occidental, qui n'est pas seulement géographique. La grande réalité que nous connaissons tous, c'est la destruction du capitalisme industriel, qui a été remplacé par un capitalisme financier sans fonction économique. Le capitalisme financier avec fonction économique fait partie du capitalisme industriel. Il faut des investissements pour faire de la production. Mais aujourd'hui, plus de la moitié des capitaux disponibles sont utilisés sans fonction économique. Aujourd'hui, d'autre part, nous observons, le chiffre avait été donné par le président Clinton, il a été repris par les étudiants américains du mouvement Occupy. Aujourd'hui, plus de la moitié de la richesse aux États-Unis est dans les mains de 1% de la population. 1%, 99%. Énorme concentration qui déborde absolument l'économie et qui fait que notre mode de consommation, notre perception de la réalité sociale et de nous-mêmes, à travers les médias, à travers les réseaux de communication et de bien d'autres manières encore. Tout ça est aujourd'hui construit. C'est un thème devenu banal dans les sciences sociales, mais les sociétés sont largement construites. Ce ne sont pas des faits objectifs, c'est construit par des décisions, par des processus d'influence, d'obligation, d'attrait de la consommation ou de la capacité de prendre des décisions. Ceci est quelque chose de complètement nouveau. Le mot totalitarisme, que nous n'employons plus beaucoup pour désigner, nous l'employons encore, mais relativement peu par rapport à il y a 50 ans ou 80 ans dans le monde actuel, nous indiquait essentiellement que le pouvoir
politique, qui était en même temps un pouvoir économique, était avant tout un pouvoir culturel, de fabriquer des états de conscience, de fabriquer des décisions, de fabriquer des émotions, des sentiments, des enthousiasmes, voire le nazisme, voire le fascisme, voire le stalinisme et le maoïsme de la révolution culturelle ou du grand bond en avant. Autrement dit, nous avons une capacité presque partout, des pouvoirs tels qu'ils soient, quelle que soit leur forme, une capacité de commander tous les aspects qui restent différents les uns des autres, comme je l'ai dit il y a un instant, mais de commander tous les aspects de notre vie personnelle, interpersonnelle et collective. Ça, c'est, je pense, le contraire de la globalisation. Ça veut dire qu'un système de pouvoir arrive à constituer, qui n'est pas, quand je dis un système de pouvoir, je dis bien de pouvoir, je ne dis pas un système économique ou un système religieux ou un système d'utilisation de la terre ou ce qu'on voudra. Nous avons donc aujourd'hui une capacité de construction des esprits, des représentations, des opinions qui n'existaient absolument pas il y a 100 ans et qui prend une importance croissante, et c'est là où j'insiste et où c'est objet de discussion d'ailleurs, je dirais dans les formes les plus différentes, les plus variées de systèmes politiques, de modes de domination sociale. Qu'il s'agisse d'un capitalisme financiarisé, qu'il s'agisse de partis totalitaires à la chinoise, si vous voulez, ou qu'il s'agisse de ce que j'appelle moi, si vous voulez, des dictatures ou même, dans beaucoup de cas, des tyrannies post-nationalistes, ce qui constitue les trois grands types, pas les seuls, mais les trois grands types qui occupent la plus grande partie de la planète. Dans tous ces cas-là, vous avez, qui sont des systèmes extrêmement différents l'un de l'autre, mais ils ont quelque chose en commun, c'est d'être ce que j'appelle moi, non pas des pouvoirs totalitaires, le mot serait excessif dans ce cas-là, mais des pouvoirs totaux, c'est-à-dire qui s'exercent dans le domaine du subjectif autant que dans le domaine de l'objectif. Voilà ce qui me semble être quelque chose de fondamental. C'est pas du tout que le monde se globalise, devient objectif, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le bouger parce que les choses sont trop énormes, ça échappe à tout le monde, c'est le contraire. Nous sommes dans un monde construit de plusieurs manières, mais ce qui est commun à toutes les parties du monde, c'est que nous vivons tous, quel que soit le système dans lequel nous vivons, dans des systèmes qui sont construits et qui sont construits au moins autant dans le domaine de la subjectivité que dans le domaine de l'objectivité. Ceci est, je pense, la transformation fondamentale et celle dont je voudrais en quelques minutes tirer les conséquences. Parce que quand on a affaire à un mouvement, et c'est la chose simple, très simple, que je souhaite vous dire. Quand vous avez un pouvoir total, c'est-à-dire qui s'exerce sur toutes les parties de l'expérience vécue individuelle et collective, vous ne pouvez pas répondre, vous défendre, vous protéger contre ce pouvoir en faisant ce que nous avons fait classiquement, qui était de réclamer des droits politiques d'abord, enfin civils, mais politiques d'abord, puis sociaux, puis culturels.
ce que nous avons fait. Et ça ne suffit plus. Voilà la grande transformation. La grande transformation, c'est que le thème qui a servi à définir au fond la démocratie, c'est-à-dire la pluralité, respecter la pluralité et par conséquent donner à chacun la possibilité de défendre ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il possède, tous les aspects de sa vie à travers des institutions. Autrement dit, il y avait des limites qui protégeaient la pluralité des intérêts, des opinions, des représentations, etc. De la capacité de décision, évidemment. Aujourd'hui, la grande question, c'est, je dirais, la question qui donne un sens. La seule question qui donne un sens au mot globalisation, au débat sur la globalisation. Je répète, parler de la globalisation sans le monde devient une unité, ça n'a pas de sens. La seule question qui se pose est, y a-t-il une réponse à la question comment peut-on, dans telle ou telle partie du monde, comment peut-on, dans toutes les parties du monde, se défendre contre un pouvoir, contre une domination qui tente à devenir, qui est devenue de plus en plus totale. Voilà. Même quand il n'y a pas de totalitarisme. Même quand il y a, ce qui est le cas dans beaucoup de pays, des institutions qui respectent des droits de représentation, de changement de gouvernement, de tout ce que l'on veut. Y a-t-il, quelle est la force, y a-t-il une force dans le monde qui est capable de s'opposer à un pouvoir qui est devenu total, qui est capable d'agir sur tous les aspects de notre expérience, de notre personnalité, de notre vie sociale. Je dirais que c'est la seule question qui ait un sens et qui ait un sens vécu réellement. Le seul enjeu qui donne un sens au mot globalisation, c'est de dire, nous tous, où que nous vivions, dans un système capitaliste financiarisé, dans un système de partis totalitaires, dans un système post-nationaliste, partout, nous avons la même question devant nous. Quelle force pouvons-nous mobiliser qui soit capable d'arrêter un pouvoir qui est devenu, en 50 ans, à peu près partout, total, et auquel l'appel à des droits particuliers ne suffit plus à établir des limites qui soient infranchissables. Autrement dit, quelle est la force qui aujourd'hui peut donner une vigueur, une capacité d'action suffisante à, disons, la démocratie, si on veut parler ainsi, je préférerais dire aux libertés, et je vais essayer de répondre à cette question très concrètement. Je veux dire, y a-t-il un mot aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, qui désigne ce que nous avons exprimé quand nous avons parlé de défense des droits politiques, c'est-à-dire des libertés, ou de l'égalité, au sens plus économique ou social ou culturel du terme, égalité des droits. Voilà la question qui est posée. Et l'hypothèse que je fais est une hypothèse risquée, difficile. Je fais l'hypothèse qu'on doit dire que notre monde est dans un processus de globalisation parce que je crois que partout, je ne dis pas partout librement, je dirais partout se manifeste une demande d'un type nouveau qui répond
à la transformation que je viens d'indiquer du pouvoir qui est devenu total. Quelle est la force totalisante, quel est le principe totalisant qui est capable de résister à un pouvoir qui n'est plus défini dans le cadre d'institutions, mais qui a acquis une capacité d'intervention totale. Alors, je donne d'abord une réponse concrète, pratique, car je me suis aperçu qu'il y a un mot qui circule partout, qui prend une force, une capacité d'intervention et de mobilisation qui n'existait pas avant et qui est d'une nature différente. Avant, on parlait de défense d'intérêt et de défense de droit. Deux étapes. D'abord défense des intérêts, ensuite défense des droits, comme je l'ai dit. Et il me semble, je soumets ça à votre jugement, il me semble que le mot qui est le plus employé aujourd'hui, je vais prendre un auteur qui ne vous concerne peut-être pas très directement, mais qui a une certaine importance dans le monde, c'est le pape. Il parle au nom, en principe, au nom d'un grand nombre de gens. Il n'y a pas beaucoup, soit de partis politiques, soit de religions, qui est un chef unique, un chef central. Or, c'est très curieux, quand on écoute les discours de ce pape, mais je pourrais prendre bien d'autres gens, bien sûr, et je vais en citer d'autres, le mot qui revient le plus souvent, et qui me semble être le mot que l'on entend le plus dans le monde aujourd'hui, c'est le mot de dignité. C'est un mot précis. Si vous vous promenez dans la cordillère des Andes ou dans l'Himalaya ou dans les plaines d'Amérique du Nord ou en Chine ou à Hong Kong ou n'importe où, et évidemment dans le monde arabo-musulman, absolument comme ailleurs, et peut-être même plus qu'ailleurs dans beaucoup de cas, c'est ceci: je veux qu'on respecte, mais c'est ça, mot pour mot, je veux qu'on respecte ma dignité d'être humain, je ne veux pas être humilié, le mot humilié, qui est la réponse globale. Je veux dire, mon humanité, il y a quelque chose qui définit mon humanité, c'est qu'on me respecte non pas seulement dans mes intérêts et dans mes droits, mais dans quelque chose de plus global, de plus fondamental, qu'on appelle ma dignité, et qui correspond à quoi? Qui correspond à ce que je viens de vous dire et que je vais vous dire sous une autre forme. Aussi important, car nous vivons, nous le savons tous très bien, pour la première fois, dans un monde où nous avons la capacité de nous détruire. Ça a commencé le jour où on a lâché 2 bombes atomiques sur le Japon, mais aussi où on a commencé à parler de génocide, de massacre de masse, de suppression de population, de destruction, de fin de l'humanité. Je veux dire, c'est pas seulement le pouvoir, c'est nous avons la capacité de nous détruire, nous ne l'avions pas il y a 100 ans. Bon, nous l'avons. On peut parfaitement imaginer, on l'a vu à un moment, à petite échelle,
que des groupes envoient du poison dans le métro de Tokyo ou de Londres, ou, pour prendre ces exemples, ou d'autres, peu importe. Mais disons, la capacité, nous avons une capacité illimitée d'autoproduction, d'autotransformation, d'autodestruction. Et contre cette capacité illimitée d'autotransformation et d'autodestruction, nous avons besoin, si vous me permettez l'expression, de mettre le paquet. C'est-à-dire, je ne vais pas seulement défendre des intérêts ou des droits, je vais me défendre en tant que j'ai cette capacité illimitée d'autoproduction, d'autotransformation et d'autodestruction. Je dirais, il n'y a plus de limite ni dans le bien, ni dans le mal. Et cela, nous l'avons vécu. Nous le vivons tous les jours et dans toutes les parties du monde. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il vit dans une partie du monde, dans un régime politique et social, où il y a des limites infranchissables. Il y a une privacy, si vous voulez, il n'y a plus de privacy. Il y a capacité d'un pouvoir d'intervenir dans toutes les parties, pas de la même manière, pas avec les mêmes conséquences, pas avec la même absence de garantie ou de débat. C'est une autre affaire. Mais en face de ça, nous sommes obligés de nous engager en tant que ce que nous appelons être un être humain. Être un être humain n'est plus une définition descriptive, biologique, économique, etc., géographique, linguistique, tout ce qu'on voudra. Il y a un sentiment que, étant donné le caractère sans limite de notre propre pouvoir sur nous-mêmes et du pouvoir des puissants sur nous-mêmes, il y a la possibilité, il n'y a plus que la possibilité de faire appel à ce pouvoir qui n'est pas du tout de type religieux, qui n'est pas du tout de type sacré, qui n'est pas non plus de type ethnologique, si vous voulez, linguistique ou territorial ou autre. Il y a une capacité que nous appelons la dignité qui est « je ne suis pas seulement ce que je suis, je vais prendre un mot inséparable du mot dignité et qui joue dans notre vocabulaire un rôle aussi important, qui était employé par des religions, mais de manière plutôt limitée. Aujourd'hui, qu'il est à tout va, qui est le mot de conscience. Nous nous définissons non pas par ce que nous sommes, mais par la conscience que nous avons de ce que nous sommes, ou de ce qu'on veut que nous soyons, ou de ce que d'autres font que nous sommes. Et en particulier, nous avons conscience de devoir agir sur ce que nous sommes en tant que nous sommes déterminés par l'appartenance à des conditions d'organisation économique, sociale, géographique, tout ce que l'on voudra. Ceci est l'hypothèse que je fais, c'est que ce que je suis en train de vous dire, tout simplement, c'est quelque chose de complètement nouveau et de complètement global. Et j'ajoute, et je ne connais rien d'autre qui soit global comme ça. Je dirais, si on veut prendre une image historique, le XXIe siècle, là-dessus, les historiens sont en général d'accord,
c'est pas très compliqué. Le XXe siècle a commencé en 1989. L'autre s'était terminé en 1914 ou en 1917 ou 18, mais le nouveau. Et qu'est-ce qui est défini cette naissance? C'est intéressant. Ben, je dirais premièrement, pour la première fois, nous avons vraiment vu une figure humaine, un personnage, qui a été considéré comme le porteur de la dignité de toute l'humanité. Vous pouvez aller n'importe où dans le monde, tout le monde sait qui était Mandela. Je ne dirais pas que tout le monde savait qui était Gandhi. Mais Mandela, oui. Parce que aussi les instruments de communication, entre-temps, se sont considérablement développés. Et deuxièmement, cette année 1989 s'est ouverte sur deux événements symboliques dont chacun a gardé le souvenir comme étant porteur d'une signification plus forte, sans qu'on puisse dire exactement pourquoi ou comment, mais dont on a senti une sorte de force, de capacité d'écho exceptionnelle. 1989, c'est la chute du mur de Berlin. 1989, c'est Tiananmen, c'est l'homme en chemise blanche devant la colonne de chars, non pas d'ailleurs sur la place Tiananmen, mais dans les environs de la place Tiananmen à Pékin. Je dirais que ce monde qui représente l'Asie, ce monde qui représente, appelons ça l'Europe, l'Occident, peu importe les mots qu'on emploie, et cette personnalité qui vient d'Afrique, et ce mot apartheid qui a été repris par exemple par un Premier ministre français pour parler de situations qui sont quand même assez différentes de la situation d'Afrique du Sud, mais indique qu'il y a ici un caractère global de l'émotion, de ce qui est en cause, de ce qui est en jeu, qui, je le répète, et j'insiste, n'est pas de type religieux, n'est pas de type économique. Nous avons eu la crise de 2007-2008, mais qui n'avait pas été jusque où avait été la crise de 29, mais qui était quand même une crise reconnue comme mondiale. Mais c'est tout à fait intéressant de voir que cette crise, dont nous ne sommes pas sortis, en tout cas dans une grande partie du monde, cette crise n'a pas été vécue comme étant qualitativement différente. Non. 2007 a même été vécue, nous disent les économistes, comme un tout petit peu moins extrême que celle de 29. Ou en tout cas, il n'y a pas eu de Keynes pour en faire la théorie dans ce sens-là. Donc, si vous voulez, nous sommes dans un monde où l'existence humaine, qui est commandée sans limite par des pouvoirs de plus en plus totaux, cette existence humaine peut être transformée sans limite par la conscience que les êtres humains ont de leur humanité, d'être quelque chose d'autre que pour le moment on appelle la dignité, et le mot n'est confondu avec aucun autre, ni la liberté, ni... Par exemple, pendant 200 ans, nous avons beaucoup parlé de solidarité. Les Français parlaient à un moment de fraternité. C'est un mot qui ne s'emploie pas beaucoup en réalité. Solidarité davantage, parce qu'il y a tout le syndicalisme, etc. Mais ce n'est plus porteur d'une capacité de mobilisation. Je dirais, je fais l'hypothèse qu'il n'y a pas, qu'il n'y aura pas dans un avenir prévisible de capacité mobilisatrice
donc de capacité d'agir sur les événements et sur nous-mêmes et notre propre expérience vécue, il n'y a pas d'autre expérience que celle de ce que nous appelons, j'ai dit dignité, j'ai dit humiliation. C'est-à-dire un rapport à soi. Alors que nous avons considéré dans le, disons, 19e, 20e siècle, mais que c'était surtout le rapport aux autres, les rapports sociaux, qui étaient déterminants, dominants, qui entraînaient l'expérience individuelle ou interpersonnelle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La grande nouveauté, c'est que ce qui détermine les autres aspects du conduite, c'est la conscience que nous en avons. Je veux dire par exemple, si on demande à quoi sert l'éducation, pour prendre un problème que tout le monde se pose dans tous les pays, tous les jours, le but de l'éducation, c'est de faire que les gens, quels qu'ils soient, n'importe lesquels, n'importe comment, aient une plus grande capacité d'agir en fonction de ce qu'ils appellent leur dignité. Ou pour écarter ce qu'ils appellent leur humiliation. Autrement dit, je vous ai dit il y a 5 minutes, le monde du pouvoir, qui par définition, je dirais, dominait le monde objectif, a envahi le monde de la subjectivité. Et le monde de ce qu'autrefois on appelait les mouvements sociaux est aujourd'hui recentré sur le monde de la subjectivité, et comme il est d'ailleurs tout à fait fondamental, les sociologues ont compris la nécessité d'introduire un mot un peu différent, pas trop, mais un peu différent. Un certain nombre de gens l'ont fait, et moi je l'ai beaucoup fait, mais d'autres aussi, en parlant non pas de défendre la subjectivité, mais de défendre la subjectivation. Mot que vous trouvez aussi chez quelqu'un comme Michel Foucault, par exemple, dans le cas de la littérature en français, et qui se répand dans le monde de langue anglaise, dans les sciences sociales aussi. Et c'est-à-dire être un sujet. Nous, sujets humains. Non pas nous, ouvriers, notaires, riches, pauvres, nageurs, chanteurs, non. Nous, dans la conscience que nous avons, que c'est notre conscience qui seule peut finalement, je dis finalement, ce qui veut dire en échouant plus souvent que ça ne réussit, mais qui peut finalement mettre une barrière non franchie, je ne dis pas infranchissable, non franchie à ce fameux pouvoir total. D'ailleurs, ce que je vous dis en ce moment avec des mots qui sont semi-abstraits, mais nous en avons une expérience évidente. Depuis qu'il y a eu les totalitarismes, je reprends mon raisonnement, parce qu'il y a eu des totalitarismes, nous avons commencé à porter des jugements sur les réalités politiques, économiques, etc., qui sont des jugements, moi je ne dirais pas moraux, parce que le mot moral est trop lié au mot social, mais des jugements éthiques. Et on parle de scandale. Dans le monde où moi je vis l'essentiel de mon temps, dans le monde européen, c'est évidemment le nazisme qui a déclenché ça. Ailleurs, c'est autre chose. Et c'est pourquoi j'évoquais aussi Tiananmen et voilà. Je veux dire par là que nous sommes dans le monde entier
nous sommes dans un monde, dans des situations dans lesquelles nous sommes conscients de ne pas pouvoir agir autrement que éthiquement, que pour des raisons éthiques ou morales, si le mot éthique vous gêne. Par exemple, j'ai en effet passé beaucoup de temps dans ma vie à étudier des mouvements sociaux. Je trouve ça tout à fait justifié, mais aujourd'hui, je pense que nous vivons dans un monde où il ne peut plus y avoir de mouvements sociaux. Les mouvements qu'il y a sont nécessairement des mouvements éthico-démocratiques, c'est-à-dire qui font appel au sujet humain et à la capacité de subjectivation humaine et qui sont dirigés contre ces pouvoirs totaux. Et nous sommes dans cette situation où c'est un mélange de morale directe et de morale indirecte, démocratie contre le pouvoir total, etc., qui est aujourd'hui considéré dans toutes les parties du monde, que ce soit à Hong Kong ou que ce soit dans le monde occidental ou que ce soit dans le monde arabo-musulman, dans toutes les parties du monde, nous pensons dans ces catégories-là. J'ajoute que les choses sont plus compliquées, c'est-à-dire qu'il y a aussi, de même qu'il y avait des mouvements sociaux qui étaient ce que j'ai appelé, mais d'autres aussi, des anti, c'est-à-dire le renversement, nous avons aussi le contraire, c'est-à-dire des mouvements qui disent non pas il faut défendre la dignité humaine, mais il faut tuer ceux qui ne respectent pas notre dignité ou qui nous humilient, qui ne sont pas comme des mouvements communautaires, comme nous en avons connu, ou comme, disons, le léninisme ou le fascisme ou le nazisme était d'une certaine manière le renversement du mouvement ouvrier national-socialiste ou, disons, bolchevique au sens léniniste du terme, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus ça qui met en mouvement, c'est davantage le sentiment de la haine de l'autre en tant que l'autre me nie ma dignité, que je peux exprimer dans un vocabulaire ou dans un autre, ça dépend des parties du monde. Mais voilà ce qui est essentiel, ce qui a la plus grande importance pour nous tous quand nous parlons de globalisation. C'est pas l'idée que le monde s'unifie ou qu'il y a des forces dominantes dans le monde, où hier les Américains, demain les Chinois, je ne sais pas, ou qui vous voudrez. Ou les gens du Nigeria, j'en sais rien. Mais c'est pas ça. C'est que nous avons la naissance de pouvoirs totaux, c'est que ça a commencé avec la racine totalitaire. J'ai pris le mot total pour étendre, parce que je ne peux pas dire que l'Europe ou les États-Unis vivent dans un monde totalitaire. C'est une expression qui n'est pas utile, qui n'est pas claire, qui confuse. Mais en revanche, il y a un pouvoir total, c'est-à-dire qui agit en particulier essentiellement sur notre subjectivité. Et contre ce pouvoir qui agit sur notre subjectivité, nous ne pouvons mettre en mouvement que non pas nos intérêts, non pas même nos droits, mais notre dignité, notre existence en tant que sujet humain. Pas être humain, sujet humain, c'est-à-dire une certaine conscience de nous-mêmes. En tant qu'être humain, c'est-à-dire
que, si vous voulez, l'individuel et l'universel ont fait bloc en éliminant tout ce qu'il y a dans l'entre-deux qui était le social. On assiste à une disparition du social. C'est pourquoi j'avais fait ce titre un peu choquant, la fin des sociétés qui se pensent en termes sociaux. C'est-à-dire essentiellement les sociétés qu'on appelait modernes. Et d'ailleurs, la modernité, aujourd'hui, ne peut être définie que par l'universalité. Et l'universalité ne peut être définie que par l'évocation de la nature auto-créatrice, auto-transformatrice, autodestructrice du sujet humain. Voilà au fond ce qui fait que je crois que le thème de la globalisation est un thème tout à fait fondamental parce que, j'y insiste, ce que je dis, je peux le dire sous des formes profondément différentes, mais je peux le dire de tous les grands systèmes sociopolitiques ou socio-économiques du monde. Et que c'est bien ce retour complètement imprévu il y a 100 ans. Il y a 100 ans, la grande idée, c'était, si je peux employer ces expressions, que l'infrastructure commandait la superstructure. Enfin, plus personne ne parle beaucoup de cette manière-là, parce que nous savons bien que l'infrastructure est faite en très grande partie de superstructure, c'est-à-dire de capacité de mobiliser des émotions, des sentiments, des convictions, des informations, etc. Et donc, d'une certaine manière, l'individu est plus proche de l'universel que le social, que la catégorie sociale. Pourquoi ? Parce que les catégories sociales sont construites et donc sont destructibles, y compris, c'est un sujet qui est devenu un sujet de discussion tout à fait répandu et tout à fait évidemment important, y compris le sexe. C'est-à-dire, on peut changer, tout est transformable. Et par conséquent, on peut engager un principe absolu, que j'appelle la dignité, à propos de n'importe quoi, des conditions de travail. Évidemment, c'est loin d'avoir perdu de son importance, c'est l'évidence même. Mais à propos de l'éducation, mais à propos de l'organisation des soins médicaux, des soins de santé. Et en particulier, et c'est un thème qui m'intéresse énormément, et en ce moment même nous faisons de petits travaux là-dessus, c'est par exemple dans le domaine de la santé, sans vouloir employer des expressions qui seraient des expressions dangereuses, de facilité. Je ne dis pas qu'on est malade parce qu'on veut être malade, je ne dis pas des bêtises comme ça. Mais je dis que nous, et il y a quelques jours encore, j'étais dans un groupe dans la banlieue parisienne, dans une banlieue, appelons-la populaire, ce qu'on appelle le 93, la région parisienne, à Bobigny, avec une dizaine de femmes, un homme ou deux aussi, mais dans le cas était un peu différent, de femmes qui avaient tout un cancer, certaines avec des pronostics très mauvais, d'autres moins mauvais, de tout, et qui étaient en train de si je puis dire, mais le mot n'est pas bon, de se reconstruire, j'ai presque envie de dire oui, de se reconstruire, de se penser, presque de se remodeler, de changer sa perception de soi-même, et jusqu'au point de dire cela va transformer
ma capacité émotionnelle, ma capacité cognitive, ma capacité d'action et d'initiative. Et on peut intervenir, sans porter atteinte évidemment à ce qui est de l'ordre de la démonstration scientifique. Mais on peut, de manière sérieuse, considérer dans le domaine de l'éducation, c'est, je dirais, moins dramatique et par conséquent relativement plus facile à toucher du doigt. On peut dire que c'est par la transformation du rapport à soi qu'on peut agir sur ses rapports aux autres et sur ses rapports aux choses et à des ressources, comme des ressources éducatives, des ressources médicales, des ressources économiques, des ressources scientifiques, technologiques, cognitives, enfin, etc. etc. Voilà en quoi la globalisation, par ce passage à la limite, c'est-à-dire nous sommes passés par une période où, pour la première fois à cette échelle-là, quelquefois à petite échelle, quelquefois à très grande échelle, ça dépend des continents, des régimes, etc., nous avons le sentiment tous les jours qu'on peut aller jusqu'au bout. Aucun gouvernement dans le monde ne peut dire « j'évacue l'hypothèse d'une catastrophe mondiale », de type écologique par exemple, climatique. Mais pourquoi pas aussi économique et politique. Bon. C'est pourquoi ce mot globalisation qui fait tellement lourd, qui dit c'est le poids des choses, puisque vous voulez, on ne peut pas changer les choses, elles sont comme elles sont. C'est exactement le contraire. Ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a plus de limites et que donc nous avons besoin de nous engager, si je puis dire, de manière illimitée, y compris en employant ces mots que je viens d'employer, qui peuvent sembler un peu gênants, un peu trop gentils, et qui ne le sont pas, qui sont au contraire des mots qui vous mettent tout de suite à la limite. Dignité, humiliation, vous voyez des images se profiler. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et j'aimerais avoir votre opinion sur tout ça et qu'on en parle un petit peu. Merci. Je prends un peu dans n'importe quel ordre, je dirais ça. Parce que c'est déjà d'ailleurs assez caractéristique que les questions qui sont très, très différentes les unes des autres, mais forment ensemble. Je veux dire, ça ne va pas dans tous les sens. Donc le débat existe. On peut avoir des opinions, on peut mettre l'accent, mais il y a une certaine unité dans tout ce qui a été dit qui m'impressionne. La première réaction qui me vient à l'esprit, c'est que ce que j'ai de la peine à comprendre ou de la peine à formuler pour moi-même, c'est cette idée que l'avenir de l'humanité dépend des grandes puissances. Ça m'apparaît très éloigné de la vie quotidienne que nous vivons.
si vous êtes ici, là où vous n'êtes pas tellement loin du Nigeria et de Boko Haram, une grande puissance. Bon. Je dirais même, dans la mesure où vous appartenez à l'ensemble qu'on appelle plus ou moins arabo-musulmans, mais je dirais peu importe les termes, si c'est ceux-là qui sont les bons, s'il y en a d'autres qui sont meilleurs, ce qui, au contraire, me semble impressionnant, c'est que nous sommes aujourd'hui beaucoup plus impressionnés, je parle au sens émotionnel, si vous voulez, par des problèmes posés par des groupes très réduits que par la puissance de l'armée chinoise, si vous voulez. Je veux dire, est-ce que vous entendez parler beaucoup de la possibilité d'un conflit mondial entre l'armée américaine et l'armée chinoise? Naturellement, ça serait une catastrophe. Personne ne discute ça, mais il me semble que ça, je dirais, c'est les gros contre les gros, c'est un thème assez classique. Je ne vois pas de choses tellement nouvelles là-dedans. C'est pas tellement différent de la concurrence entre l'Allemagne et l'Angleterre au début du XXe siècle. Ce qui est justement impressionnant, c'est de voir, je dirais premièrement, comme cela a été dit, et comme cela, nous le voyons dans le journal ou à la télévision tous les jours, que ce soit des gros problèmes ou des petits, que ce soit, si vous voulez, je disais Boko Haram, ou que ce soit Hong Kong, enfin, ou Moscou, enfin, ou Occupy Wall Street, enfin, etc. Il s'agit aujourd'hui avant tout de ces problèmes que j'ai appelés, il y a peut-être de meilleurs mots, j'espère, dignité, humiliation, et j'ai ajouté d'ailleurs haine de l'autre, qui est quelque chose d'extrêmement vif à l'heure actuelle. Et justement de tout à fait hors de relation avec la puissance matérielle ou politique ou militaire ou etc. On n'est pas dans un monde, nous ne vivons pas dans un monde où ce soit les problèmes globaux qui concernent le plus l'ensemble des êtres humains. Et j'ai presque tendance à dire, et ça a été d'ailleurs signalé par plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous, de dire que identité, les mouvements identitaires, les mouvements communautaires au sens de communautaristes, etc., le retour à la communauté, le refus de la minorité, l'élimination des minorités. Pensez dans une vaste partie du monde, par exemple le Moyen-Orient, la formidable élimination des minorités. Vous venez encore de le voir, en particulier Syrie, Turquie, etc. Vous avez des groupes qui n'étaient en général pas connus parce que trop petits, des petits éléments à l'intérieur de l'islam, à l'intérieur du monde chrétien, ou ni l'un ni l'autre, sans parler des juifs évidemment, et du problème palestinien. Enfin, vous avez une absence, enfin disons une dévalorisation de la charge affective du quantitatif. Vous ne dites plus la Wehrmacht a tant de chars, le Panzerdivision, je ne sais trop quoi.
ou les Japonais, ou les Chinois, ou les Américains, ou qui vous voudrez, vous avez ce sentiment qui en ce moment nous touche très profondément, d'actes qui, certes, tuent peu de gens par rapport à une guerre mondiale, mais qui repose sur une recherche de l'horreur, de la barbarie, de la violence, dont nous ne pouvons pas faire abstraction. Ce n'est pas un problème d'intérêt, ce n'est pas un problème de droit, c'est un problème de, j'allais dire, ce mot presque impossible à prononcer dans ce cas-là, de dignité. Je veux dire, la barbarie, mot qu'on a entendu prononcer, par exemple, j'évoquais Boko Haram, je vais prendre un exemple qui impressionne beaucoup. Je trouve que ici, la nouveauté, le changement de nature de l'enjeu, de ce qui est de la charge, pas seulement affective, mais aussi cognitive, mais aussi politique, mais aussi économique, etc. Tout ça, on est quand même dans un monde où ce n'est plus le quantitatif, ce n'est plus le rapport aux choses, c'est le rapport à la conscience de soi et la conscience que les autres ont de nous qui l'emporte. Je dirais que c'est ça, moi, qui m'importe. Je dirais, alors, sur ce point, je rappelle simplement, les sociologues ont l'habitude de distinguer, quand ils parlaient de mouvements sociaux, on parle toujours de contre-mouvements, c'est-à-dire ceux qui défendent les intérêts opposés, mais on parle aussi de anti, c'est-à-dire le renversement. Ce sont deux choses complètement différentes. Or, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de mouvements que j'appelais éthico-démocratiques, des mouvements contre, par exemple, le thème de l'individualisme. Vous avez ce que nous appelons souvent l'individualisme de consommation, l'individualisme consommateur. Je cherche à consommer mes désirs, mes appétits, mes demandes, mes intérêts, mes besoins, mais appelez ça comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et puis, en face de ça, de ce monde de la consommation, qui est évidemment construit par des gens en fonction de leurs intérêts, que les gens se comportent en consommateurs et non pas en défenseurs des droits de la veuve et de l'orphelin, vous comprenez ? Mais en face de soi, vous avez un individualisme qui est l'individualisme de la dignité, qui demande à être respecté dans ce qui constitue son rapport à lui-même ou à elle-même. Bon. Et puis, ces fameux anti-mouvements sociaux qui ont été toujours extrêmement importants, qui, je pense, aujourd'hui, le sont énormément. Et pour la raison suivante. Et je dirais, je vais prendre des exemples dans deux parties du monde qui sont assez différentes l'une de l'autre. Vous avez en Europe, au sens habituel du mot Europe, vous avez un mouvement qui est le plus visible, le plus massif aujourd'hui, que nous pouvons appeler, pour aller vite, la xénophobie. Que vous pouvez appeler le racisme ou pas, ça dépend. Bon, c'est pas évident, et en particulier dans l'Europe qui va bien.
dans l'Europe du Nord. Norvège, le cas le plus extrême, Finlande, Hollande, Belgique, Danemark. Plus que Espagne ou Italie, qui sont des pays qui avaient relativement peu d'étrangers, d'immigrés sur leur sol, et qui sont passés, dans le cas italien, de 1 million à 5 millions, dans le cas espagnol, d'1,5 million à 4 millions, des choses comme ça. C'est des augmentations massives. Et oui, il se passe des choses, mais enfin, rien de tellement dramatique. Moins qu'aux Pays-Bas, si vous voulez, qui vont beaucoup mieux par ailleurs. Bien. Alors, de l'autre côté, vous avez dans le monde, appelons-le arabe pour aller vite, je suis frappé vous prenez l'Égypte. L'Égypte a eu Nasser. Nasser, on peut dire qu'il a dans beaucoup d'aspects échoué. Ça s'est mal terminé dans sa guerre avec Israël. Il a eu des politiques de répression à l'égard des communistes, à l'égard des frères musulmans extrêmement dures. N'empêche que les Égyptiens, quand ils parlent de Nasser, ils en parlent comme de la grande figure de la modernisation, je dirais pas réussie, mais presque. Bon, vous prenez à côté de ça des gens qui étaient, soit, je ne vais pas en parler ici, mais des mouvements d'origine proche des communistes ou de l'époque de Bandung, etc. Par exemple au Kurdistan, par exemple autrefois en Palestine, par exemple. Bon, mais vous avez les pays bassistes. Je veux dire quand même, la grande affaire aujourd'hui, c'est l'Irak et la Syrie. Bon. Et là, vous avez en même temps le cœur de la violence, qui est la guerre interne, chiite, sunnite. En particulier, la situation invraisemblable, bizarre, de l'Irak, pays à majorité chiite et à gouvernement sunnite. Bon. Mais à l'intérieur du monde sunnite, etc. Et on pourrait compliquer les choses, je dirais même à l'intérieur d'un petit monde que je connais un peu, qui est le monde des Kurdes, vous avez aussi des différences tout à fait considérables. Alors, vous avez, si vous voulez, d'un côté en Europe, de l'autre côté dans le monde, appelons-le arabo-musulman, y compris, enfin, que j'appellerais plus, comme ça, plus spontanément le monde du pétrole. En y ajoutant d'ailleurs des pays qui ne sont pas typiquement arabes, comme le Venezuela ou le Mexique, mais là où il y a du pétrole, en général, ça se passe mal. Parce que il faut une capacité politique et administrative énorme pour gérer ces masses d'argent qui se déchaînent sur un pays. Bon, mais ces pays, l'Irak tout particulièrement, vous donne un sentiment que vous avez en Europe aussi, qu'il y a une partie importante de ce monde européen, une partie importante de ce monde arabe, qui sont hors jeu, mis hors jeu, ou qui se mettent en jeu, ou qui accusent les autres de le mettre en jeu, ce qui revient au même. C'est-à-dire que vous avez en face de l'Égypte, je ne suis pas en train de parler du gouvernement militaire actuel de l'Égypte, mais je dis, l'empreinte Nasser, moi, ça m'impressionne toujours. C'est que, même, Dieu sait s'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement critiques, mais c'est un peu comme, j'allais dire, Napoléon pour les Français. Il y a énormément de gens qui pensent que c'est abominable, etc. N'empêche qu'il y a peu de gens qui ont un jugement essentiellement négatif sur Nasser ou sur Napoléon, tout en étant souvent plus que critique. Bon. Donc,
vous avez des mouvements et des anti-mouvements. Vous avez de la volonté de se construire dans une partie de l'Europe, dans une partie du monde musulman, dans une partie de l'Asie, etc. Évolution de l'Indonésie, évolution de beaucoup de pays. Et puis de l'autre côté, vous avez dans notre monde des gens qui ont la conscience d'être du mauvais côté, du côté qui perd. Et si on perd, c'est parce qu'on me fait perdre. C'est-à-dire, et à ce moment-là, on ne défend pas son identité. On accuse l'autre d'être un destructeur d'identité. Ce qui est tout à fait autre chose. Ce qui est tout à fait autre chose. Et je dirais même, pour parler franchement, qu'il me semble, dans l'état actuel des choses, faut d'imaginer que ce qui se passe en ce moment, c'est la continuation de la période coloniale. Ce n'est pas vrai. C'est un autre problème. Ni plus ni moins n'importe. C'est un autre problème. Voilà. Je dirais simplement à propos de Foucault, c'est pas... en effet, moi je suis d'accord avec votre réaction pour dire, j'ai envie de dire que le deuxième Foucault, le Foucault inconnu dans la première période, le Foucault structuraliste ou le Foucault surveiller et punir qui ne me plaisait pas beaucoup. En revanche, le Foucault disait écrit, le Foucault cours du Collège de France, mais je trouve ça d'une nouveauté, et ça m'est arrivé d'en parler avec des gens qui étaient extrêmement proches de Foucault, comme François Ewald, etc., et jouaient un grand rôle dans tout ça, dans la publication de ces textes. Mais ça va au-delà de... Ce qui me gêne un peu, c'est bio. Le pouvoir ne s'exerce pas seulement sur le côté biologique. Il s'exerce aussi... L'un d'entre vous a employé le mot qui était le mot autrefois sacré pour les sciences sociales, c'est-à-dire le mot de représentation. C'était comme ça qu'on disait, l'objet des sciences sociales, c'est d'étudier les représentations. Aujourd'hui, on ne parle plus trop comme ça, mais il y a quelque chose là-dedans, c'est-à-dire les phénomènes de conscience. Et les jugements qui sont porteurs de jugements de valeur. C'est ça quand même qui nous intéresse. Alors, dernière chose, moi, je sais si j'ai été plus que proche de Stéphane Hessel et que je connaissais énormément et j'ai fait des tas de choses avec lui. Et je suis toujours pas absolument convaincu par ce qui se passe en Europe. Je continue à penser que la capacité d'action est d'une nature beaucoup plus élevée, mettons en Chine si vous voulez, où là il est vraiment question de démocratie, il est vraiment question d'éthique, il est vraiment question de gens enfermés, etc. Dans le cas européen, je m'excuse de dire cela sous cette forme-là, mais je reste très hésitant face au cas grec, beaucoup plus intéressé par le cas espagnol. Parce que les Espagnols ont démontré, plus que les Italiens ou les Français, une capacité d'action. Les Grecs, le moins qu'on puisse dire, est différent. Voilà. Alors, c'est pourquoi je ne suis pas absolument convaincu par l'importance. Je veux dire que finalement, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu ces thèmes dont j'ai parlé, je ne les ai pas entendus chez les Grecs. J'entends « enlevez-moi le poids de ma dette ». Déjà, donner un petit coup de main. Bon, donc, et en revanche, inversement, je dois dire que
je ne suis pas absolument convaincu par les revendications des Catalans. Mais c'est un autre problème dans une certaine mesure. Mais je trouve que les thèmes que j'ai évoqués, je les sens présents en Espagne, mais c'est peut-être ignorance de ma part, mais je ne les sens pas beaucoup en Grèce. Voilà.